Bienvenue dans le podcast pour les managers et les leaders qui ont envie de faire un pas de côté, respirer ou voir les choses autrement. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment faire pour développer un lien de qualité entre les acteurs et les parties prenantes de votre entreprise? À l'époque où on nous parle beaucoup d'IA, où on sait que le soft skills va être la compétence numéro 1 nécessaire pour réussir, eh bien aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir une invitée qui va nous parler de ce sujet. J'ai nommé Lily Gros. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, experte en soft skills, coach d'entreprise et aussi entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Lily Gros, une spécialiste, et c'est ça qui m'a vraiment intéressée et touchée parce que je l'ai vue en animation, une spécialiste du lien. Alors, bonjour Lily, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Nathalie. Eh ben, je suis ravie de te retrouver pour ce podcast. Je me sens enjouée de mon week-end qui arrive et des moments de lien de qualité que je vais passer. Et puis j'ai de la petite pluie qui tombe devant moi et je sais pas, ça m'a réjoui. Très bien, on va aller regarder tout ça. Et d'abord, justement, pour se mettre en lien, nous on aime bien, en tout cas moi j'aime bien quelques questions à la manière de Proust un peu, au-delà de qui tu es professionnellement. On va démarrer par... Lily, si tu devais me donner une ville qui te caractérise ou un pays, ça serait quoi? Je pense qu'on va dire la France parce que c'est pas un côté nationaliste, c'est qu'il y a tellement de diversité de paysages. Tu vois, je me suis dit une ville qui me caractérise. Ah, il faut que je choisisse entre la montagne et l'océan. Impossible pour moi de le faire. Donc je dirais la diversité des paysages français. Ouais, c'est ça aussi, c'est ta diversité, c'est ton parcours, hein. Moi, j'ai vu que tu avais fait partie des joyeux audacieux, que tu fais des podcasts. Tu nous en diras un peu plus donc sur tes choix, hein, parce que c'est des vrais choix de vie, et puis aussi des choix personnels, mais aussi professionnels très forts. Alors, on a parlé d'une ville, une chanson, une musique, ça serait quoi, Lily, pour toi? La country. La country, est-ce que ça veut dire que tu pratiques? Alors pas la danse, mais la musique country, ouais. Je m'accompagne un petit peu à la guitare, moi je suis plutôt côté chant. Et il y a un côté que j'aime beaucoup dans la musique country qui m'évoque, tu vois, des veillées au coin du feu. C'est des chansons qui sont beaucoup sur les relations. Alors pas forcément sur les types de relations les plus saines au monde. Donc les paroles, je pense qu'il y a des choses à revoir, mais j'aime beaucoup les mélodies en country. Ouais. Et puis j'adore chanter du country, j'adore chanter de la country à deux particulièrement, c'est une belle passion. J'aurais su ça, je t'aurais demandé de venir avec une petite chansonnette, on est là, pourquoi pas? Et en tous les cas, ça... Bientôt le concert, ça sera l'année prochaine. En tout cas, ça parle de lien aussi, parce que c'est vrai qu'une veillée, ça évoque comment on se remet en relation, comment on va échanger, comment on va partager. Bon, on va finir par une saveur, un plat. Lily, ça serait quoi pour toi? Quelque chose qui te représenterait? Ceux qui me connaissent vont pas mal rire, c'est les carottes. Ah oui, effectivement. Je suis une fan de carottes. Je mange des carottes au petit déjeuner, le midi, le soir. Enfin, on m'a même déjà offert un bouquet de carottes pour te dire à quel point j'aime les carottes. Très bien, si je viens de voir alors à Nantes ou ailleurs, je t'amènerai peut-être une petite cargaison de carottes. Alors la carotte parce que ça donne le peps, parce que c'est plein de vitamines, ou juste oui. C'est bon? Tout ça en même temps. Et en plus, j'aime particulièrement la texture. Tu vois, c'est croquant, ça croque sous la dent. J'adore. Très bien. Eh ben, écoute, ça me fait penser à toi, cette petite couleur orange. Alors, par rapport au lien et par rapport à vraiment ce sujet qui te tient à cœur, j'ai envie de dire, t'es tombée comment dedans? Alors, je pense qu'on peut en parler sur le côté professionnel, mais je trouve que ce métier-là, pour moi, il sort pas de nulle part. Tu vois, ça parle aussi de mon histoire, ça parle de ce que j'ai vécu dans mon enfance, ça parle de ce que j'ai vécu avec ma famille, où la question du lien, elle a toujours été là, en fait. Mine de rien. Et après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans une association où on accompagnait des jeunes entrepreneurs à monter des projets. Et où, en fait, ils pouvaient avoir le meilleur projet du monde sur le papier, mais quand la qualité du lien était pas là, les projets tombaient à l'eau. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombée dedans professionnellement. Et j'ai rencontré ou j'ai lu des ouvrages de personnes qui m'ont beaucoup influencée dans ma pratique d'accompagnement. Et où, en fait, les personnes qui me donnaient le plus envie, c'était des personnes qui étaient médiateurs, médiatrices, qui étaient spécialisées dans la gestion des conflits. Puis, au fur et à mesure des années, j'ai laissé libre cours à cette passion-là. Et voilà, et au bout de 12 ans, me voilà, et je suis spécialisée sur cette question. Ouais. Et vraiment, moi, cette question, elle me touche parce que ça fait déjà plusieurs années que j'exerce en entreprise.
Et comme tu le dis, là où il y a du succès, là où ça peut avancer, et surtout là où ils sont renforcés pour faire face à tout ce qu'on voit actuellement, c'est là où il y aura de la qualité relationnelle. Et quand on parle tant de l'IA actuellement, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est si vous cultivez ce lien, déjà ce lien avec vous-même et ce lien avec les autres, vous pourrez sortir que, alors c'est pas vainqueur, mais plutôt serein et apaisé, et surtout vous pourrez réaliser vos projets. Alors, la meilleure expérience que tu aies eue par rapport à ce sujet de lien, ça pourrait être quoi? T'en as eu plein? Ouais, énormément. J'y pense encore la semaine dernière en rédigeant un post sur LinkedIn. J'ai beaucoup d'exemples. L'exemple dont j'ai envie de parler, c'est d'une relation longue avec mon ancien chef, qui est la personne qui m'a embauchée quand j'avais une vingtaine d'années dans une association. Et voilà, et à la fin, je suis partie. J'étais en plus dans un état qui était pas génial. J'étais en burn-out, plein de circonstances de vie assez compliquées. Et cette relation pour moi de confiance qui a duré pendant 6 ans, et puis avant, quand j'étais étudiante, et après, en gardant le lien, ça a été une vraie relation de confiance où j'ai pu grandir, m'épanouir en tant que personne, aller me challenger, et où j'ai pu être moi-même tout en progressant en tant que professionnelle. Enfin, c'était vraiment une belle relation de confiance. Mais merci de parler de la confiance parce que tu le sais, en team building, on dit toujours c'est le premier ciment. Tu parlais de la sécurité psychologique. Alors, et j'aime bien cette idée aussi de dire que non, c'est pas une méthode, que ça va être déterminant de plein de choses. Et quand on va parler là de la radicale collaboration ou du manque de lien ou du lien, ça va être intéressant de se dire que non, on n'est pas des magiciens, ni des magiciennes, mais franchement, on est tous partie prenante pour qu'il y ait de la qualité et aussi qu'il se passe quelque chose entre les personnes. Et c'est vrai que moi, j'aime bien dire qu'en tant que coach, on travaille sur l'accompagnement de l'interconnexion finalement. On travaille aussi pour les personnes, mais vraiment ce qui va se passer entre elles. Ouais, et la question de la sécurité est très intéressante. Et ce que j'aime bien dire aussi là-dessus, c'est que voilà, on peut créer un cadre qui aide les personnes à avoir accès à ce qui les met en sécurité, typiquement à pouvoir ralentir, à prendre des pauses quand il y a besoin, à pouvoir exprimer des désaccords. Mais on peut pas non plus rentrer dans l'illusion que ce que je vais faire va automatiquement créer de la sécurité chez les autres. C'est un peu le sens de ce que j'avais partagé sur le post dont tu parlais tout à l'heure. On peut pas avoir une méthode qui automatiquement crée de la sécurité. Ça n'existe pas parce que la sécurité, c'est une sensation qui est très, très intérieure, en fait, à chaque personne. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer de l'espace, créer de l'écoute et avoir des processus, des méthodes claires, des répartitions claires de postes qui font que la sécurité peut arriver. C'est bien l'idée de la résultante, finalement. À savoir que comme la confiance, quand les clients me disent « moi je veux qu'il y ait beaucoup de confiance dans l'équipe », tu sais, on n'a pas ça en bidon, on ne va pas vendre de litres de confiance. Et donc du coup, par rapport à cette idée du lien, parce que c'est vraiment pour toi important, qu'est-ce qui t'a fait aller là-dessus plus particulièrement et surtout maintenant, tu vas nous parler aussi de la radical collaboration. Alors moi, je t'avouerai franchement qu'au début, radical, ça m'a choqué. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils vous ont voulu dire? Et heureusement, je suis tombée sur une juriste là qui parle le latin, en tous les cas, et qui m'a dit, mais Nathalie, tu sais ce que ça veut dire, la racine? Et donc, je te laisse là-dessus parce que c'est un mot à la fois qui surprend au début, moi je le dis franchement, et qui me demandait de l'effort au niveau de la compréhension. Alors, c'est quoi cette radicale collaboration? Mais tu l'as très bien dit, la racine du mot radical, ça veut dire racine. Et l'approche de la radicale collaboration, qui est une approche qui existe depuis une quarantaine d'années maintenant, c'est l'idée de se dire, au lieu de faire des protocoles hyper compliqués sur la collaboration, allons en profondeur, allons jusqu'à la racine des choses. Et la racine de ce qui fait qu'une collaboration fonctionne ou pas, c'est la qualité de la relation et c'est la posture et c'est les attitudes personnelles. Je peux avoir les meilleures intentions du monde envers toi, mais si je suis sur la défensive à chaque fois qu'on se parle, que j'évite les sujets ou que je suis dans une attitude de combat, d'avoir envie de te convaincre de gagner contre toi, on va jamais réussir en fait à avoir une collaboration qui sera durable sur le long terme. Donc c'est vraiment ça l'idée de la radicale collaboration. Et après c'est tout un ensemble d'outils, de réflexion sur soi, de manières de communiquer aussi et de manières de négocier, de résoudre des problèmes qui vont nous aider à être très assertifs sur nos propres besoins. Le but du jeu, c'est pas de rentrer dans la collaboration où on collabore tout le temps avec tout le monde, dans le monde des bisounours joyeux où tout le monde se tient la main et où il n'y a pas de désaccord. C'est d'être très assertif sur nos besoins, nos intérêts, les communiquer, mais d'une manière qui n'est pas rigide non plus, de rester ouvert à la discussion et aussi de pouvoir prendre l'autre en considération et d'amener de la qualité du lien.
C'est vraiment cet équilibre entre ces deux dimensions. Et moi, c'est une approche dont je suis tombée complètement amoureuse j'ai découvert ça il y a un petit peu plus de 3 ans. C'est des collègues à moi qui arrêtaient pas de m'en parler. Et je voyais bien qu'ils avaient des manières, tu vois, d'échanger qui étaient un peu différentes, des points de vue un peu décalés, que quand on négociait ensemble, c'était pas un jeu de marchand de tapis, il y avait d'autres choses qui se passaient. Je m'y suis formée. En tout cas, je suis allée participer à une formation. Mon corps tout entier s'est rebellé contre l'idée que le conflit serait une bonne chose et qu'il faudrait adresser les tensions. Et en fait, j'ai senti que je mettais vraiment le doigt sur des choses qui étaient très structurantes pour moi. Et moi, ça a complètement bouleversé ma vie dans mes relations personnelles, dans mes relations professionnelles. Et du coup, moi, je me suis engagée en fait complètement dedans parce que j'ai vu à quel point c'est des outils et des approches qui peuvent aider à remettre de la qualité dans les relations et d'une manière qui est très simple en fait. C'est de se dire, remettons du temps, prenons soin de nos relations, mais d'une manière qui est ni brutalement honnête, ni dans l'utopie des bisounours. Moi, j'aime bien parler de ces deux dimensions-là pour se dire qu'on n'est pas dans Youpiland, mais qu'on n'est pas non plus dans le monde de la brutalité, de l'honnêteté, où on va tout dire tout le temps à tout le monde. C'est pas le but non plus. C'est marrant que tu dis ça, parce qu'hier, j'avais une cliente en coaching qui me dit « Je voudrais travailler sur l'authenticité. Est-ce que je dois toujours être authentique ?» Et la question, elle est vraiment suivant la circonstance. Et en plus, non. Enfin, moi, je prends le principe que être, comme tu dis, brutalement authentique ou tout le temps authentique, où ma parole doit être écoutée, c'est intéressant de se dire que ça va dépendre bien sûr de la situation. Et comme tu le dis, il y a manière à dire et il y a façon de dire. Alors, par rapport à cette approche, qu'est-ce que tu auras envie de partager à nos auditeurs et auditrices sur qu'est-ce qui est un peu différent? Parce que je pourrais te dire, ou on pourrait nous dire, oh Lily, Nathalie, on en a déjà fait 54, des formations ou des approches. Qu'est-ce que tu as trouvé qui t'a touché ou où tu as trouvé que c'était un vrai levier? Plein de choses. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette approche, ouais, je pense que c'est une des choses qui me marque le plus, c'est cette idée de revenir à chaque fois à ce que je suis en train de faire, c'est efficace dans la situation? Quelle est mon intention dans cette situation et qu'est-ce que je peux faire qui sera le plus efficace? Et c'est vraiment cette logique pour moi qui est tellement rafraîchissante de se dire, voilà, en fait, on parle d'efficacité, on parle d'intentionnalité, on n'est pas en train de se dire c'est du bien, du mal, de la moralité, on n'est pas sur ce jeu-là, mais c'est très rafraîchissant de rentrer dans cette idée que il y a des situations dans lesquelles on rentre dans la défensive, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas des attitudes qui fonctionnent. Et est-ce que c'est ça qu'on veut? Oui, non. Qu'est-ce qu'on cherche à nourrir dans la relation? Et comment est-ce qu'on peut penser au long terme? Moi, il y a 3 questions magiques qui viennent de cette formation que j'adore rappeler. C'est est-ce que je vois au court terme ou au long terme? Est-ce que je suis focalisée sur là, mon enjeu de survie immédiat? Et où est-ce que j'ai la capacité d'adresser les choses à long terme? Est-ce que je vois l'autre comme un partenaire ou comme un adversaire? Et dans mon corps, est-ce que je sens que soit je suis complètement coupée de mon corps ou dans la défensive avec de la sudation ou de l'agitation, le plexus serré, les membres qui frémissent, enfin il peut y avoir plein de signes, ou est-ce que je sens qu'il y a suffisamment de détente pour rester en lien avec l'autre? Je pourrais en parler des heures honnêtement de cette approche, mais je pense que c'est la vue long terme, prendre en compte le corps, qui est quand même un de nos meilleurs alliés dans la collaboration, et revenir à une notion de est-ce que c'est ça que j'ai envie de nourrir? Et parfois, on va choisir de rester dans une situation de tension parce que les autres options sont pas tout à fait accessibles et c'est ok aussi. Et tu vois, ce que je trouve vraiment frais, comme tu dirais, rebondissant dans cette approche, c'est l'idée d'intégrer le corps. Parce que souvent, on a des personnes en face de nous qui sont très têtes et qui me disent, moi, je veux un truc, tu me donnes une méthode, je vais l'appliquer, puis après, on revient 15 jours après, ça n'a pas marché. Oui, évidemment, ça n'a pas marché parce que c'est pas 2 ordinateurs qui se parlent. Et comme je travaille beaucoup avec le corps et que je dis souvent, c'est ton meilleur outil. Déjà, c'est ta meilleure écologie d'en prendre soin et d'être au clair avec qu'est-ce que je vis et quand je sors d'une réunion ou d'un endroit, si ça me fait mal quelque part, c'est que sûrement il y a eu du mal à dire ou de la difficulté. Et quand on a préparé un petit peu, tu m'as dit, ouais, j'aimerais bien parler un peu de l'évitement. Oui. Alors, c'est quoi cette affaire d'évitement pour toi? Ouais, dans la radicale collaboration, on décrit un peu 3 types d'environnement de travail ou de relations ou même d'attitude intérieure. On se dit, il y a tout ce qui est dans la zone verte, donc la collaboration où il y a du conflit, mais le conflit, il génère en fait des conversations, il génère de la confiance et on arrive à le traverser. Il y a la zone rouge de l'affrontement brutal, où là, il peut y avoir de l'agression, du harcèlement au travail, de la pénibilité. C'est vraiment des environnements qui sont très adverses
très peu de sécurité, beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, de la menace. Et il y a les environnements roses, qui sont les environnements de passif-agressif, d'évitement, de jeu politique, des environnements où je vais pas dire les choses à la personne concernée, mais je vais en parler à quelqu'un d'autre, ou je vais essayer de le dire, mais un petit peu et de manière subtile, en essayant de faire en sorte que l'autre comprenne ce que je veux dire, et du coup agir sur base de suppositions. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, l'évitement, c'est un des plus grands pièges, en fait, dans les collaborations, et ça reste une réaction qui est humaine, hein, qui est normale. Elle fait partie de notre système de défense, elle est là pour des très très bonnes raisons, donc on va pas se flageller d'éviter des sujets. Mais souvent, il y a un truc un peu contre-intuitif dans l'évitement de se dire, je vais éviter pour pas faire de mal à la relation et pour pas que ça soit compliqué au court terme. Sauf que plus on évite les situations et plus on les laisse mijoter dans un coin, plus au long terme ça va être détrimental parce qu'entre deux, la situation qui était un petit peu malaisante, elle a eu le temps de se développer. On a eu le temps de se rajouter des histoires, de se rajouter des suppositions. Je peux peut-être te raconter une histoire d'une personne qui était dans les RH, qui arrivait dans un atelier dans lequel je participais, et qui nous a raconté une situation qui avait eu lieu 6 mois avant, où une nouvelle recrue qui était amie avec quelqu'un de l'équipe surprend une conversation confidentielle et rapporte la conversation confidentielle à quelqu'un d'autre. La RH, furieuse, pas du tout contente, il y a une brèche de confidentialité, une rupture de confiance, mais elle nous dit mais non, mais tout va bien, ça ne m'impacte pas du tout au quotidien, j'en ai jamais reparlé avec elle, on n'en a jamais reparlé en équipe. Et là on lui pose la question, mais c'est quoi l'impact de ça? Non, tout va bien au quotidien, ça se passe bien. Ok, dans votre équipe, l'ambiance est pourrie dans les déjeuners, elle peut pas lui parler, elle peut pas lui faire confiance. Et là où en fait il s'est passé quelque chose il y a 6 mois, voilà, cette rupture de confidentialité, rupture de confiance, une brèche, elles auraient pu en parler à ce moment-là. Ça aurait été peut-être très malaisant, ça aurait peut-être été très compliqué, mais ça aurait été beaucoup plus efficace que de laisser la situation mijoter comme ça pendant 6 mois, où du coup on se retrouve dans une situation où l'ambiance d'équipe est pourrie, parce qu'il y a ce truc qui traîne et qui contamine tout le monde. C'est intéressant. Et qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Parce que bien sûr, toi et moi, parfois on rencontre ces personnes qui se disent ah non, je vais faire de la peine, je vais faire du mal. Puis moi, j'ai rien senti. Hein. On est dans ce qu'on appelle l'awareness qui est très basse, c'est-à-dire une conscience de soi très petite. Est-ce que tu as vu déjà des leviers pour les aider à se dire ah si quand même ça vaut la peine? Parce que moi j'avoue en tant que coach parfois leur réponse me laisse sans voix en me disant mais là tu es finalement en train de te pénaliser. L'autre a même pas conscience de ce que tu vis et ça serait peut-être chouette de pouvoir aller sur ce niveau-là d'authenticité ou de partage. Moi la question que je trouve, en tout cas c'est une question qui marche bien pour la majorité des personnes que j'accompagne, c'est quelle est la conséquence à long terme si on ne traite pas le sujet? Et quel est l'avantage caché à ne pas traiter le sujet? Et en fait, d'aller faire un petit peu ce jeu d'équilibre de finalement, si au long terme je laisse traîner ça et que la situation ne change pas, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me coûte? Et qu'est-ce que ça m'apporte que la situation ne bouge pas? Et qu'est-ce que ça me coûte que la situation ne bouge pas? Et souvent, quand on fait l'équilibre des choses, on se rend compte qu'en fait, il y a plus d'intérêt à résoudre la situation. Mais comme je te le disais tout à l'heure, parfois, on va faire un choix conscient d'éviter un sujet parce qu'en fait, le coût de l'adresser, il va être trop important ou voilà, il y a de la peur, de l'insécurité, on a besoin de se remettre en sécurité. Mais pour moi, c'est vraiment cette idée de parfois, on peut choisir l'évitement aussi. C'est juste de remettre de la conscience sur qu'est-ce qu'on gagne en choisissant ça. Alors ici, tu sais, c'est un podcast pour respirer, voir les choses autrement, donc c'est welcome, vraiment. Et en plus de ça, j'ai envie de dire que ce sujet-là, il nous touche à la fois perso et pro. Et ce sujet d'évitement, cette croyance ou ces biais parfois qui nous poussent à faire des choses, et à la fois suivons notre intuition, parce que parfois on sait que c'est pas le bon moment, comme je dis toujours. Donc faites-vous confiance. Et un évitement, ok, c'est peut-être pas le meilleur des choses. Et là, on n'est pas en train de leur dire ouais, vas-y quand même, même si on prend une taloche. Mais c'est plutôt l'idée de se dire voilà, cette conscience et d'avoir une conscience bien plus aguerrie. Merci. Et puis pour moi, il y a d'amener cette forme de douceur, de se dire ok, il y a un sujet que j'ai peur d'aborder avec quelqu'un et c'est ok en fait d'en avoir peur, c'est ok de laisser du temps et tout comme c'est ok de rentrer dedans et d'adresser ce sujet avec la personne d'une manière complètement maladroite. Du jeu, c'est pas de chercher la perfection dans la relation, en fait, c'est de rechercher ce point d'équilibre où je me sens suffisamment en sécurité avec moi-même, suffisamment claire avec moi-même
pour y aller, même si c'est inconfortable, même si c'est un peu maladroit. Moi, je trouve ça chouette aussi de pouvoir adresser des sujets où on n'a pas complètement dépatouillé le truc et on y va et où l'autre peut nous aider parce que l'autre est notre partenaire. Et ça, moi, je trouve que d'avoir cette croyance fondamentale que les autres peuvent être mes partenaires dans la collaboration, ça change tout. Merci. En tous les cas, j'aime ton engouement et surtout ton enthousiasme pour nous parler d'un sujet qui est bien souvent vu comme très délicat et un sujet sur lequel, tu vois, on va aller plutôt chercher l'aspect technique de donne-moi, Nathalie, une super méthode en 4 points, 5 points. Et là, aujourd'hui, je trouve intéressant d'adresser autrement et c'est bien pour ça que je suis ravie que tu aies pu venir ici, nous en parler encore plus. Parce que moi aussi, j'ai vraiment fait un grand kiff sur cette méthode. Mais au-delà du kiff, c'est en voir l'efficience et voir comment elle peut amener l'autre à progresser, à se faire du bien, à poser sa parole aussi. Parce que retourner vers ses besoins, c'est important. On va bientôt arriver à la fin de notre interview. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de partager là tout de suite maintenant? Moi, j'aurais envie de partager quelque chose qui m'a été transmis par quelqu'un que j'ai interviewé dans mon podcast il y a pas très longtemps, qui s'appelle Kevin Poussin, et qui partage beaucoup la notion de tiers sécure. C'est cette idée de reposer de l'attention sur toutes les personnes dans nos vies qui sont en fait des endroits de sécurité pour nous ou qui l'ont été à des moments et voilà, typiquement pour les personnes qui nous entendent et qui se disent oh, je suis dans un environnement de travail qui est très compliqué, il n'y a pas beaucoup de sécurité, je suis en pression tout le temps. Gardez en tête qu'il y a eu des moments dans votre vie où il y a des personnes qui ont été des endroits de sécurité pour vous, qui ont été là pour vous et accrochez-vous en fait à ces personnes-là, accrochez-vous à ces moments, même si c'est des personnes qui sont pas encore dans votre environnement aujourd'hui. Elles sont là en fait et on y a accès de venir épaissir le trait de tout ça. Merci Lily, encore merci d'être venue. C'est vraiment merci, Nathalie. Très chouette de pouvoir échanger et je te dis à tout bientôt. Oui, à bientôt. Ce sujet vous intéresse, vous avez envie d'en échanger plus amplement, contactez-moi sur ma page LinkedIn, j'aurai toujours plaisir à vous répondre parce que pour que les choses aillent mieux, que les choses aillent bien, eh bien la qualité du lien est primordiale, la gestion des tensions aussi. Faut-il ou non les adresser à chaque fois? On a vu que ça dépendait. En tous les cas, c'est vraiment un sujet qui va être primordial dans les mois, dans les années qui vont venir, parce que c'est la garantie de pouvoir travailler le plus sereinement possible. Une fois de plus, je vous remercie pour votre audience, pour votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Bye bye!